Voilà, ça se discute, s'invite chez vous, mesdames et messieurs. Je suis déjà avec mes invités. Julio Tometti, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Mathieu, bonsoir Plateau et à tous les téléspectateurs qui nous suivent. Prince Amounoui, vous êtes analyste politique. Bonsoir, bienvenue aussi. Bonsoir Mathieu, bonsoir le Plateau et bonsoir chers téléspectateurs. Premier sujet abordé, c'est nous allons parler de cette corruption transfrontalière. Le Bénin qui est confirmé meilleur élève de l'espace CEDEAO. Bien évidemment, une enquête réalisée par l'ONG Diaspora Assistance qui montre que le Bénin s'est révélé encore une fois encore dans l'espace CEDEAO. Prince Amoussouvi, le Bénin qui devient encore meilleur élève de l'espace CEDEAO. Est-ce que ce n'est pas une bonne nouvelle? Oui, M. Mathieu, c'est une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle n'est pas tombée du ciel, il faut le reconnaître. Et cette performance du Bénin n'est rien que le résultat de diverses mesures prises par le gouvernement entre-temps pour éradiquer vraiment ce mal au niveau de nos arbres routiers et au niveau de nos frontières. Et évidemment, on parle quand même du rançonnement sur nos voies qui n'existe plus. Junio Tometti, la corruption qui pratiquement aujourd'hui est inexistante. Beaucoup d'atouts quand même qui viennent confirmer que le Bénin, à travers les réformes enclenchées par le président Patrice Talon, se matérialise de jour en jour en matière d'un bel élève, en matière de gouvernance. Oui, il y a donc, comme vous le dites si bien, à féliciter le gouvernement pour les courageuses réformes. Ça n'a pas été facile. Vous vous souvenez en fait des grincements de dents. Les gens ont même dit que cela a un impact sur la situation socio-économique parce qu'on aurait bouché en fait tous les tuyaux d'oxygène. Et ce que les gens appellent les tuyaux d'oxygène, ce sont les tuyaux de corruption. Donc ça a été bouché et il faut aussi quand même féliciter les forces de sécurité, notamment la police républicaine et le mécanisme de garde au niveau des frontières, parce que très tôt, les gens sont rentrés quelque peu dans l'ordre et ça fait une très bonne image en fait pour nous le Bénin. Je vais évoquer un cas en parlant de corruption transfrontalière, non pas pour davantage indexer les autres pays les autres pays frères comme le Togo et le Ghana. Moi, il y a 2 semaines environ, j'étais au Ghana et avant d'y aller, je me suis renseigné un peu sur quelles sont les mesures à prendre pour entrer quand vous voulez aller dans un autre territoire. Et des informations que j'ai reçues au niveau aussi bien de l'administration béninoise que togolaise et ghanéenne sur la base sur les différentes plateformes. C'est fait que lorsque vous êtes citoyen de la CEDEAO, lorsque vous détenez votre carte, normalement personne n'a à vous faire d'histoire, à moins que sur les questions sur la politique sanitaire de ces pays-là, les questions de vaccination ou autre. Sinon, au-delà de ça, lorsque vous avez votre carte CEDEAO, vous pouvez aller nulle part, partout. Au Ghana, si vous allez pour un séjour jusqu'à 3 mois, personne n'a normalement à vous inquiéter. C'est à partir de 3 mois que vous pouvez solliciter en fait un titre de séjour si vous êtes citoyen de l'espace CEDEAO. Mais qu'est-ce qu'on constate? Que ce soit au niveau du Togo, la frontière est là qu'on dit. Que ce soit quand vous traversez le Togo pour entrer dans le Ghana, à Flao, je ne vous souhaite pas. En fait, le transport par voie terrestre devient carrément en fait un calvaire. Un calvaire parce que le rançonnement, ce n'est pas à un seul endroit en fait. C'est-à-dire à tout moment vous êtes rançonné. Et à toutes les étapes. C'est érigé en fait comme pratique, comme règle. Et il y a en fait même des intermédiaires qui savent par où t'amener pour payer, pour ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, vous voyez ça et vous voyez ce qu'on vous dit en fait officiellement et vous dites qu'en Afrique, au-delà de la CEDEAO, nous avons encore du chemin à faire. Moi, je souhaite très très sincèrement que en fait, c'est les différents pays, comme le Bénin le fait, qu'on connaît davantage, mais que véritablement quelque chose soit fait. Et c'est notamment par rapport, il faut que les citoyens aussi, parce que je considère, au-delà d'être citoyen béninois, je suis citoyen de la CEDEAO, et donc il faut que nous travaillions d'accord à corriger notre
l'espace économique. Ce qu'on a fait au Bénin, je pense que l'exemple peut être réédité un peu partout, c'est tant est que nous sommes dans une communauté. En tout cas, l'exemple est hérédité. On a parlé de cet indice de perception il y a juste quelques semaines en arrière. Aujourd'hui encore, l'ONG Diaspora qui dit quand même que le Bénin, au-delà de tout, est un bel élève. Est-ce qu'on ne va pas dire que malgré tout, malgré les difficultés que la population est en train de rencontrer dans le domaine économique, financier et tout, qu'il a suffi qu'on puisse taper du poing sur la table et qu'aujourd'hui, on est en train de mettre en place une orthodoxie financière, on est en train de balayer quand même tout ce qui a été comme déchet en matière économique et en matière financière. Oui, Monsieur Mathieu, et il faut reconnaître que on ne fait pas des omelettes sans casser des œufs. Et le président Talon, entre-temps, connaissant sa rigueur, a pris toutes ces dispositions pour pouvoir faire le travail. Et au début, il suffisait qu'il a ouvert une ligne verte, que quand tu sens le rassemblement sur nos axes routiers, ou bien quand tu vois qu'on veut la corruption à ton égard, tu peux rapidement appeler ces lignes-là et signaler cet agent indélicat qui tente à commettre cet acte. Et je crois que ça a fait qu'il y a eu des punitions qui ont jailli de la haute hiérarchie policière et qui même a poussé des agents jusqu'aux radiations. Et je vois que cette manière de sévir vraiment dans ce domaine-là fait vraiment peur à d'autres personnes qui sont encore dans cette corporation, mais qui pensaient en temps continuer dans ce désordre, si vous me permettez, on rebroussé chemin et qu'aujourd'hui, voilà et le réconfort et voilà le résultat. Aujourd'hui, le Bénin maintenant est en train de trotter autour de ces pays qui émergent au niveau de la corruption zéro. Merci. Iris Bégan qui vient de nous rejoindre. Iris, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Mathieu, bonsoir le plateau, bonsoir aux amis téléspectateurs. On est en train de parler de cette corruption transfrontalière, le Bénin qui vient confirmer quand même sa suprématie en tant que meilleur élève de l'espace CEDEAO. Dites-nous concrètement, vous, est-ce que la mise en place telle que le rappelait Prince de cette criette, de la ligne verte et tout ce qui va avec, reste quand même une preuve qui se matérialise aujourd'hui? Oui, cela prouve à suffisance que les nombreuses réformes et les nombreuses décisions prises pour révéler le Bénin à l'international, cela porte ses fruits. Et n'oublions pas que pour ce rapport fait par Diaspora, ONG Assistance, voilà, ça vise beaucoup plus l'intégration économique. Cette intégration qui vise les nations à créer un espace économique commun. Et la position stratégique du Bénin par rapport à des pays de l'Interland ne disposant pas de port a poussé le gouvernement à corser cette décision. Quand vous prenez le Niger, quand vous prenez le Burkina Faso, qui n'ont pas d'espace maritime, il fallait forcément que leurs marchandises passent par Cotonou et cela crée des devises pour notre économie. Donc, si on laissait le lacisme, si on ne tapait pas dans la fourmilière pour pouvoir assainir ce milieu, on n'aurait pas ce résultat-là. Donc, c'est bien, c'est un signal fort qui est lancé. C'est bien d'être premier, mais il faut travailler pour rester à cette place et l'économie béninoise va prospérer. En tout cas, le Bénin travaille quand même. 15 000 cartouches, par exemple, ont été arraisonnés il y a juste quelques semaines dans le Nord. Malgré que ce soit des douaniers, des policiers, ils n'ont pas pu céder à cette pression financière, peut-être qu'il y en a eu. Jules Autométier aussi. C'est un exemple palpable. C'est pour dire que nous avons pris les bonnes habitudes. Et comme vous le dites si bien, au-delà des questions de mobilité citoyenne, aussi bien pour les citoyens, pour les personnes que pour les biens, il y a fondamentalement une question d'ordre sécuritaire. Et quand nous parlons de corruption transfrontalière, il y a en fait des éléments sous-jacents d'une certaine façon. Vous savez, le Bénin travaille par exemple à
à assainir en fait l'état civil, le domaine d'état civil, pour que en fait les citoyens disposent en fait des pièces d'état civil. Ce qui n'est pas encore le cas dans les autres pays. Et ça fait un facteur, ça fait que en fait le phénomène s'envenime parce que vous voulez traverser les frontières, mais vous n'avez pas de pièces. Donc c'est vous-même qui proposez à corrompre en fait les agents. Et donc, de sorte que d'autres vous raconteront les anecdotes. Si vous vous présentez avec des pièces à jour, c'est-à-dire on est même fâché contre vous, on dit, c'est-à-dire on vous rabote presque. C'est comme si vous venez d'une certaine manière pour gâcher le marché. Et en cela, beaucoup de frontières poreuses se sont créées. Moi, j'en ai vu tellement autour entre excusez-moi de le dire comme ça, je n'ai pas pour flécher, entre le Togo et le Ghana, où vous passez par des labyrinthes, vous payez 500 000 francs, ainsi de suite. Et donc, je me suis dit, mais c'est-à-dire quoi? Si des gens ne peuvent pas passer par les frontières formelles, ça veut dire que ça prête frein véritablement permettez-moi de le dire, comment dire, à ceux qui ont des relents djihadistes, ça veut dire que n'importe qui peut entrer sur un territoire comme il veut, passer où il veut, s'il est prêt à donner. Donc, parce que les questions d'identité ne sont plus vérifiées. Vous avez vu ce qui a été arraisonné, c'est dans nos tricycles là, bien sableux et roux, c'est comme si on passait peut-être d'un quartier à un autre, alors que, en fait, c'est sur de longues distances. Et généralement, c'est comme on le dit, c'est en glissant, en engraissant la pâte, les 500 francs, les 1000 francs, que l'individu peut parcourir, peut-être traverser le Bénin, rentrer dans le Togo, se retrouver même ailleurs, ou bien faire le sens inverse d'une certaine façon. Donc, à côté des questions d'ordre économique, il y a les questions sécuritaires sur lesquelles nous devons les regarder. Donc, parce qu'on le fait, les autres pays doivent se rendre compte en fait que nous sommes tous quelque peu dans la menace. Nous avons entendu, ne serait-ce qu'hier, ce qui c'est le drame au Burkina Faso. Donc, c'est le fait pour les États de se prendre davantage au sérieux sur tous les aspects qui leur permettent de se prémunir, aussi bien contre les risques économiques que les risques sécuritaires. Donc, j'en appelle simplement à plus de responsabilité de la part des États. Le Bénin est un bon élève, mais c'est d'appeler à ce que cela soit davantage et que cette marque soit imprimée. Ce genre de rapport, il faut davantage les communiquer autour pour que ça fasse l'émule, pour que les autres disent, ah oui, il faut que aussi nous prenons le pas parce que ça nous aiderait sur bien de plans. Prince Amos Souvion, on connaît bien la position de cette ONG, Diaspora Assistance, vis-à-vis du gouvernement, qui ne badine pas quand c'est mauvais. L'ONG dit quand même que c'est mauvais. Est-ce qu'il faut dire tout simplement aujourd'hui, oui, le Bénin, meilleur élève de l'espace CEDEAO, mais il faut aller dormir sous nos lauriers? Ah non. Parce que tant qu'il reste à faire, rien n'est fait. Il faut qu'on continue quand même de sévir dans ce sens. Toutes les mesures prises par le gouvernement de Patrice Talon pour pouvoir éradiquer ce mal ne doivent pas trouver son apogée dans le temps. Non. On doit continuer les lignes vertes selon qui vous êtes. Il y a la criette qui est là pour pouvoir juger les gens. Et tel que M. Junio vient de le dire, il y a aussi ce côté de la sécurité aussi que le fait de corriger la corruption sur les voies routières, entre-temps, on a tenté d'éradiquer ce mal-là aussi en même temps. Parce que, tel qu'il vient de le dire, quand on sait que devant l'argent, il faut glisser des pots de verre pour rapidement passer, c'est qu'on peut faire passer des armes, on peut faire passer d'autres choses, et même des personnes de moralité douteuse. Donc, je vois qu'on ne doit pas arrêter vraiment de faire ce travail, on doit continuer dans le temps, et on doit aussi trouver d'autres alternatives, d'autres stratégies de le faire, et si on peut le faire plus mieux que ce qu'on est en train de faire, c'est très intéressant. Iris, continue le travail jusqu'à ce qu'on maintienne toujours notre position. C'est important de maintenir le cap, et c'est déjà un acquis, et c'est satisfaisant. Il faut corser les mesures au niveau de nos frontières. Pourquoi pas installer des caméras de surveillance, parce que Julio l'a rappelé, un facteur très important, que c'est même le citoyen qui tente de corrompre l'agent. On ne peut pas installer des caméras partout. On ne peut pas, mais à ces postes stratégiques, il faut le faire. Et ainsi, c'est vrai que les habitudes sont déjà saines, mais il ne faut pas fléchir. Il faut continuer dans cette droite ligne pour que
on n'est plus à revenir dans nos travers et qu'on assiste que des pays de la sous-région nous dépassent parce qu'on a fait des efforts pour en venir là et il faut forcément travailler pour consolider cette première place dans l'espace CEDEAO. Julien Ambo. Bon, je dirais simplement il faut continuer à remercier ceux qui ont travaillé pour que nous en sommes là, nos gouvernants, et les forces de sécurité de défense. Il faut trouver le moyen de continuer à les encourager pour qu'ils gardent le cap, comme le disait Iris tout à l'heure. Donc, les gratifications, les encouragements de toute nature pour que véritablement, ça rentre véritablement dans les habitudes que la corruption est une chose à combattre, que ça quitte complètement en fait notre langage d'une certaine façon. Ce n'est pas impossible, la corruption zéro n'est pas impossible, il suffit d'y travailler et il suffit que les uns et les autres comprennent en fait le sens du combat. Merci à vous pour ce premier sujet. Et Iris, je viens vers vous. Vous avez suivi le match Bénin-Zambie. Oui, raison pour laquelle je suis en retard sur le plateau. Oui, le match vient de prendre fin, je pense, avec un score nul et étriqué de 8 partout. Il faut dire que le Bénin a présenté un beau jeu et c'est tout ce que nous demandons. Pour la première fois, on a vu une équipe béninoise où les différentes lignes étaient visibles. De la base arrière, passant par le milieu jusqu'à l'attaque, on a senti un jeu plaisant. Et il ne pouvait pas en être autrement. Quand vous avez un effectif de 23 joueurs, où 22 évoluent dans le championnat local, dans le championnat domestique, où ils ont joué la Ligue Pro, le championnat national, avec Dodo Doku qui évolue du côté de l'Égypte. Et cette équipe, juste après la qualification au niveau du LUFOA B en septembre, l'État a mis les moyens. A gardé le groupe et ils ont livré plusieurs matchs amicaux. Et leur mise au vert s'est fait au niveau du Maroc. Ils ont livré un match contre le Centrafrique où ils ont gagné. Après, contre le Sénégal. Aussi, il faut ajouter la volonté du gouvernement. Déjà, à 11h ce matin, il y a eu une séance avec le ministre des Sports, Oswald Meki, et le président de la fédération par visioconférence, qui les ont dopé le moral. Le message a été clair, jouer pour faire plaisir, jouer et gagner. Parce que ce qu'on ne dit pas souvent, il y a des recruteurs qui sont dans les gradins et lorsque ces petits vont bien jouer, ces petits de moins de 20 ans vont bien jouer, c'est forcément des recruteurs qui sont tapis là, qui peuvent leur signer des contrats, ils peuvent voyager, aller en France, en Allemagne, en Espagne pour pouvoir monnayer leur talent. Ce que le gouvernement est en train de faire est en train de porter ses fruits et bientôt ces écureuils U20 seront reversés dans la sélection A et on aura des résultats qui vont durer dans le temps. Visiblement, quand on suit Iris, il y a de l'espoir, on rêve grand, mais la grande question, quelle chance pour, je ne sais pas s'il faut les appeler les écureuils ou les guépards, tant mieux. Quelle les guépards, c'est bien officiel. Quelle chance pour l'équipe béninoise dans cette compétition U20 en Égypte 2023. Vous voyez, avec toute la verve avec laquelle Iris aborde la question, quand il s'agit de la question de football, donc vous reviendrez sans doute lui poser la question, il aura les bons mots en fait pour nous clarifier cela. Ce que je retiens, c'est que les guépards, nos jeunes guépards ont joué aujourd'hui, le jeu était plaisant, mais l'issue, pour moi, a manqué de quelque chose. L'issue, tout le monde a manqué de quelque chose. Moi, je suis supporter et tant qu'on n'a pas gagné, ça laisse un goût d'inachevé. Pour moi, ce n'est pas au-delà de tout ce qui a été fait. Nous avons dominé le match. Ce n'est pas la peine de dominer le match et de ne pas arriver à concrétiser ou de ne pas arriver à maintenir en fait l'avantage. Regardez en fait cette égalisation, ça peut faire mal au cœur. Donc en fait, ce sont des petits détails en fait dans le jeu qui viennent plomber en fait tous les efforts faits à tous les niveaux. Donc véritablement pour moi, il y a encore du travail à faire, continuer à faire. Le niveau de jeu est bon et appréciable, mais il y a toujours lieu de travailler. Même question, Prince, quelle chance pour le Bénin dans cette compétition. Déjà, un match visiblement qui n'a pas rassuré Julio, même Iris qui parlait quand même avec des mots convaincants. Mais vous, avec tout ce qu'on décrit là, est-ce qu'il y a une chance pour ces guépards pendant cette compétition U20
pour l'Égypte 2023? Il ne faut pas tout de suite perdre l'espoir. Parce que qui perd l'espoir perd tout. Et moi, je crois qu'il faut être positif et que les quelques insuffisances que Iris et Julio viennent de relever, si déjà la fédération ou bien l'entraîneur peut prendre ça en compte, ou bien d'autres aussi insuffisances que lui-même il a vu, s'il peut les prendre en compte et les corriger rapidement, je crois que ça ira. Et moi, je suis positif. Iris, suffit-il d'être positif pour soulever un trophée? Oui, l'important pour une entrée dans une compétition est de ne pas perdre. Et les chances du Bénin sont encore intactes. On va le démontrer. Le Bénin est logé dans la poule C, évidemment, en compagnie de la Gambie de la Tunisie. Zambie. Eux, ils ont joué en premier match où la Gambie a battu la Tunisie par un score d'1-0. Donc actuellement, dans la poule, la Gambie est premier, suivi du Bénin et de la Zambie, Esseco, et la Tunisie ferme la marche. Pour notre deuxième rencontre, nous rencontrons l'équipe tunisienne. Et là, c'est un match où il faut aborder avec la plus grande sérénité. D'abord, ce que dit Julio, le staff technique dirigé par Mathias Deguenon doit prendre ses responsabilités vis-à-vis du gardien de but, David Agossa. Malgré qu'il soit bon, il faut le mettre au banc et essayer son remplaçant. Parce que... Est-ce que c'est lui le malheur? Non, c'est pas lui le malheur, mais c'était sur une faute individuelle que le but égalisateur est arrivé tout à l'heure. Il fallait juste dégager le ballon à la touche ou dans le jeu, mais il a préféré jouer au star en lobant l'adversaire. Et c'est ainsi les autres ont récupéré le ballon pour pouvoir loger le ballon dans notre lucarne. Donc il faut prendre ces dispositions ou carrément lui parler pour dire de ne plus prendre de risques. Comme d'autres sens, c'est que le Bénin, c'est une équipe qui, la plupart de nos joueurs se connaissent. Ce n'est plus comme l'équipe A où d'autres viennent à compte-gouttes, l'autre est en Allemagne. Ils se découvrent 112 heures. Voilà, ici, c'est des joueurs qui évoluent à 99% dans le championnat local. Et des joueurs qui ont moins de 20 ans, mais qui ont déjà un impressionnant match en championnat. C'est des joueurs qui sont aguerris, outillés et face aux Maghrébiens, parce que les Maghrébiens, c'est des joueurs techniques, face au physique de nos joueurs, je pense que ça peut bien payer. Et pour remporter ce match, il faut des joueurs qui ont un mental fort. Et quand vous avez un Oru Taminou, le capitaine, le dossard numéro 6, qui joue du côté de la SMAC, c'est un joueur boss to boss, qui a un mental fort, qui peut requinquer le moral de ses coéquipiers. Quand vous avez au milieu le métronome, qui est le seul professionnel du groupe, qui évolue du côté de l'Égypte, Dodo Doku, c'est un joueur qui saura prendre ses responsabilités parce qu'il joue déjà en Égypte et connaît le jeu des Maghrébins. Il fera tout pour pouvoir porter cette équipe. Et devant, vous avez le lutin, un grand joueur, on l'a vu, par le but qu'il a marqué, Rodolfo Aloko, qui joue au niveau du Dynamo d'Abomey. Ces joueurs, ces grands noms que je viens de... Pas encore de grands noms, mais au niveau local, pour que Julien ne me reprenne pas, ces joueurs qui jouent actuellement pour... Ces espoirs, merci pour le mot. Ces espoirs vont confirmer face à l'équipe tunisienne et feront plaisir au premier des Béninois, le président Patrice Talon. Il a dit devant les présidents du club, il a dit lorsqu'il voit la France, ces équipes jouer, qu'il est jaloux et qu'il a envie de voir son pays porter par des résultats élogieux pour remporter des compétitions. En tout cas, le président l'a dit, Julio, moyens mis à disposition de ces joueurs, mental au top, tel que le rappelait Iris, une organisation parfaite. En tout cas, tout est réuni. Est-ce qu'on va encore craindre la continuité du suivi technique, le mental qu'on doit continuer à travailler, relever chaque fois les faiblesses et pouvoir
les corriger. Je vous l'ai dit tantôt, moi, j'ai un grincement de cœur parce que je considère que en fait, ces genres de challenge, il faut les commencer en prenant l'avantage directement. Je n'aime pas les calculs de fin de tournoi, de fin de poule. C'est compliqué, c'est compliqué. Là, tout de suite, là, ce qui vient vers nous, vous voyez, la Tunisie ayant perdu un match très enragé. Sera très agressif. Sera très agressif. Nous n'aurons pas le choix. La Gambie avec donc, premier va pas laisser sa place. Comment faire pour maintenir, pour remonter à la deuxième place minimum ou bien à la première place, espérant que peut-être que les autres fassent quelque peu match nul et tout ça là. Et donc, ce sont ces calculs-là que moi, j'aime. Bon, là encore, bon, ça peut aller. Mais après la deuxième rencontre, ça devient véritablement compliqué. Donc, il faut vraiment qu'on mette les bouchées doubles, qu'on fasse tout ce qu'on doit faire, d'accord, pour que la deuxième rencontre, on ne rate pas. Quand on dit on ne rate pas, c'est qu'on ne rate pas la victoire d'une certaine façon. Et donc, ce n'est pas que le point des Béninois. Tous les Béninois, moi, je l'ai senti aujourd'hui, c'était carrément comme une canne. Parce que, en fait, c'est une première pour la sortie des guépards, d'une certaine façon. Ce qui s'est passé la dernière fois, il y a 2 ou 3 jours, ce n'est qu'un épiphénomène. Oui, ce n'est qu'un épiphénomène. Ce n'est qu'un épiphénomène. Là, c'est la première sortie des guépards, mais tout espoir n'est pas perdu parce que nous n'avons pas perdu et nous sommes encore sur notre truc là. Donc, l'espoir est encore permis. Nous pouvons aller le plus haut niveau que possible dans cette compétition. Les guépards, pour la prochaine compétition face à la Tunisie, n'ont plus rien à craindre, Prince, parce que le nom a changé, ce n'est plus les écureuils. C'est pas facile de battre les guépards. Hein. Oui, il faut reconnaître que moi, en fait, histoire de nom, ça ne joue pas trop chez moi. C'est la prise de conscience de ces joueurs et ce qu'ils savent faire, et que ce jour-là, lorsqu'ils seront devant les Tunisiens, ce qu'ils ont rendu comme match. Donc moi, je vais demander à M. Ova Khoumeki de continuer à les soutenir, parce que le soutien est très capital. Parce que quand dans d'autres pays on voit que d'autres pays soutiennent plus leurs équipes et ça les motive à donner encore le meilleur d'eux-mêmes. Donc je vais demander encore au ministre Ova Khoumeki à travers le gouvernement de soutenir encore vraiment ces guépards, si je vais les appeler par ce nom. Non, c'est officiel. Ah d'accord, de soutenir les guépards, c'est-à-dire les footballeurs béninois, de les soutenir afin qu'ils puissent donner encore le meilleur d'eux-mêmes. La férocité avec ce nom, guépard, oui, on peut arriver à battre la Tunisie, Iris. Oui, vous êtes convaincu? Le nom ne joue pas. Mais jusque-là, je ne comprends pas ceux qui ont donné ce nom écureuil à nos sélections nationales. Parce que lorsqu'on regarde au Bénin, l'écureuil, je défie celui qui est ici, qui a vu une fois l'écureuil. Moi j'en ai vu. Sinon, ce n'est pas fois dans le pays. Mais quand on parle d'Amazon, cela fait référence forcément à notre histoire. Quand on parle de guépard, c'est dans nos parcs. Et un nom est évocateur. Donc il était important de changer ce nom pour qu'on soit féroce, pour qu'on puisse faire peur à l'adversaire. Maintenant, aux dispositions prises par le gouvernement, aujourd'hui, ceux qui ont suivi le match Bénin-Zambie, on a l'impression qu'on est au stade Général Mathieu Kérékou. Le gouvernement a fait déplacer près de 150 à 200 supporters au niveau de l'Égypte. Quand vous voyez la fanfare béninoise du Conseil national des supporters du Bénin, le combat entre supporters a été remporté par le Bénin. Où les chansons qui rappellent l'épopée de nos vaillants souverains. On a chacun 30 secondes, on finit rapidement. Ok, de nos vaillants souverains, c'est très bien, mais il faut que maintenant que les joueurs rendent une copie propre sur le terrain pour que nous tous, Julio, qui est un peu indécis, puisse au soir de la finale jubiler ici pour qu'on puisse commenter la compétition. Ce n'est pour le lever de tous les Béninois. Je vais parler rapidement du nom pour dire ceux qui ont pris la décision. Je ne crois pas qu'ils aient pris une décision au hasard. Ça doit être beaucoup d'aspects mis ensemble d'une certaine façon, sur tous les plans d'une certaine façon, en tenant compte de notre histoire, de tout ce que nous avons été. Donc on doit avoir trouvé des liens avec peut-être ces noms quelque peu évocateurs, avec notre histoire, avec ce que nous sommes, avec ce qui nous détermine véritablement. De sorte que je pense aujourd'hui, et quand on change le nom comme ça, en fait, c'est quoi? C'est comme une sorte de renouveau.
En fait, les gens, même les joueurs, même font sentir que non, je ne suis plus ce que j'étais. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a forcément quelque chose, psychologiquement quelque chose qui change et qui va donner une nouvelle impulsion au football béninois. Moi, je continue de croire et je demande à ce que les uns et les autres jouent fondamentalement leur rôle pour rendre ce peuple fier. Donc, à vous écouter, c'est à cause du nom écureuil qu'on a Je n'ai jamais dit ça. Prince, aujourd'hui, on peut dire peut-être que cette CAN U20, Égypte 2023 est pour nous avec ce changement. Ah oui, on doit espérer, parce que vous avez dit que qui perd l'espoir perd tout. Moi, je suis optimiste et je crois toujours. Ils ont changé le nom, tel qu'ils viennent de le dire. On doit se dire maintenant que je ne suis plus ce que j'étais. Maintenant, je suis plus fort que ce que j'étais. Donc, en mettant cela dans la tête, je crois que on doit forcément espérer et que c'est notre match. Oui. Une troisième participation en 2005 à Cotonou, en 2013, en 2023. On a connu des générations dorées, Razak Omoto aussi, Abou Maïga, Romain Bokor. En 2023, il est important que cette équipe au moins se qualifie en demi-finale pour se qualifier pour la Coupe du Monde Junior. Une chance quand même pour le Bénin. Oui, je reste solidaire des feux ou des perspectives de risque, simplement. D'accord, merci Prince, merci Julio, merci Iris. Aujourd'hui est un jour particulier, c'est mardi, le service commercial nous appelle. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis, on se retrouve demain, très bonne suite des programmes.